Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une étude de en fait cette assignation de la part de la CFTC auprès de Binance, son créateur CZ et Samuel Lim qui est le Compliance Regulatory, c'est-à-dire celui qui est censé se mettre un petit peu au diapason de chaque pays. Et puis, on va principalement couvrir ça, on va le couvrir en premier. Ensuite, on ira faire l'analyse, on va dire technique, price action sur Bitcoin et Ethereum comme d'habitude. Et puis, on terminera par la liquidité. On est là donc sur la news, Binance et son fondateur CZ qui aurait, au travers de Binance US, on rappelle qu'il y a une entité spécifique pour Binance pour être compliant, donc obéir aux règles des États-Unis, tout simplement. Et ici, alors le timing est assez particulier, puisque on est, vous le savez, en ce moment dans un moment de crise bancaire un petit peu aux États-Unis. On voit entre les lignes que peut-être il se passe des choses en termes de repli vers la crypto, en tout cas pour certains gros portefeuilles. C'est peut-être pour ça que Bitcoin a du mal à corriger alors que le secteur bancaire est plutôt en train de plomber en ce moment. Et on a beaucoup de choses qui sont sorties, notamment la semaine dernière, on avait une Wells Notice contre Coinbase, c'est-à-dire potentiellement l'État qui dit, la SEC, la SEC, qui dit qu'elle va attaquer Coinbase. Et là, on a ce fameux procès de la CFTC, donc Commodity Future Trading Commission, quelque chose comme ça, aux États-Unis, qui assigne donc du coup Samuel Lim ainsi que CZ devant un tribunal, tout simplement. Alors, quels sont les griefs? Les griefs, ils sont de dire que d'une certaine manière Samuel Lim aurait encouragé les gros portefeuilles, les VIP un petit peu, chez Binance, à ne pas forcément passer par le KYC et potentiellement utiliser des VPN pour tout simplement contourner, on va dire, toute la compliance autour de ce que doit être fait théoriquement, ce qui est fait actuellement aux US. Donc d'une certaine manière, déjà le fait que ça vienne de la CFTC, c'est relativement intéressant. Ça n'est pas un énième procès de la SEC, mais là pour le coup, on a vraiment cette entité qui théoriquement est entre guillemets plus gentille pour les assets crypto qui assigne personnellement, je rappelle que CZ est personnellement assigné et Samuel Lim également. Beaucoup de tout ce qu'il est reproché à Binance ici, en fait, tient d'une certaine manière à des choses qui sont entendu par un employé de Binance, on ne sait pas qui c'est, mais entendu par un employé de Binance qui aurait visiblement entendu de la part de Samuel Lim, donc là pour le coup on n'est pas directement sur CZ, mais de la part de Samuel Lim entendu que il y avait des moyens de contourner les choses, etc. et que donc du coup il était possible pour ces gros portefeuilles américains pour Binance de rester dans la compliance vis-à-vis des États-Unis et pour ces gros portefeuilles américains de ne pas nécessairement arriver en remplissant leur KYC, etc. et toutes ces choses-là. Donc ce sont principalement des choses entre guillemets qui auraient été entendues de la bouche de Samuel Lim, par exemple il faudrait à ce stade qu'il savait qu'il y avait potentiellement du blanchiment d'argent, toutes ces choses-là, etc. Pas mal de choses sur le money laundering et encore une fois l'utilisation des VPN. Donc les VPN, je vous le rappelle, qui sont là pour couvrir votre identité sur le net en vous donnant une IP soit d'un autre pays ou en tout cas une IP qui n'est pas la vôtre, de manière à pouvoir tout simplement passer outre les restrictions internet, on va dire, dans votre pays. Donc bien évidemment il y a eu démenti de CZ qui a été fait sur le blog de Binance, qui a été fait je sais pas quand, hier, ouais c'est ça. Et Binance dit que ça c'est certainement un des exchanges qui est le plus à même de faire les plus gros standards de KYC, les plus gros standards de compliance avec la loi au niveau des USA, les plus gros standards aussi de communiquer tout simplement avec les entités pour pouvoir être en règle avec les destinations fiscales sur lesquelles ils sont présents.
et par rapport au trading, que Binance ne manipule pas le marché, etc. Donc je pense qu'il y a aussi des choses par rapport au trading, je les ai pas vues dans les articles, mais il y a potentiellement ici également quelque chose, et que lui-même ne s'est pas enrichi personnellement par rapport à tout ça, et que tous les employés sur Binance ont 90 jours quand ils achètent un asset, ils ne peuvent pas le vendre, donc ça les encourage à ne pas trader, hein, en fait, tout simplement, puisque on a bien entendu des délits d'initiés. On s'en rappelle, par exemple, ça avait été le cas avec Coinbase, un des employés qui avait fait acheter à sa belle-sœur, etc., des coins juste avant qu'ils soient listés sur Coinbase. Donc, c'est surtout le timing qui est intéressant, timing au moment où, entre guillemets, le rachat en partie de Silicon Valley Bank par First Citizen, ça a été annoncé hier, n'est pas réellement en train enfin, les marchés n'achètent pas plus ou moins cette idée, même si on voit des stocks ici qui savent pas trop où elles vont pour le moment. Vous le voyez ici, par exemple. Dans le deal sur SVB, cette idée que principalement c'est plutôt un bail-out et que c'est pas vraiment un deal de rachat, mais plutôt un bail-out entre guillemets qui est là pour rassurer les marchés, puisqu'il y a eu un gros discount sur ce deal. Il y a eu 23% de discount pour First Citizen, vous le voyez ici, First Citizen qui score un très bon deal, puisque eh bien on sait ici que le contribuable va mettre la main à sa poche d'une certaine manière pour que ce deal se fasse, etc. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément entre guillemets acheté par l'opinion publique américaine. Peut-être que effectivement le timing est là pour tout simplement dire également attention, touchez pas à la crypto, puisque en ce moment il y a des procès, et y compris la CFTC. C'est pas uniquement la SEC qui attaque à tour de bras tous les exchanges, mais là on a effectivement y compris la CFTC qui rentre en cause et que CZ est personnellement mis en cause sur cette idée-là. Alors, on a un Bitcoin sur cette news qui a perdu quand même pas mal, je pense autour de $1000, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus, 1300, 1400. Et puis qui ensuite s'est repris. On va aller faire l'analyse technique ici, là-dessus. Pour moi, on n'a pas grand-chose à rajouter sur les news ici. J'ai fait le point sur la semaine, hier, etc. Donc on va principalement couvrir celle-ci. Là, j'en profite, on est sur la stablecoin dominance, du coup, pour vous montrer que ce double sommet ici a très bien pris forme. On le voit ici, on avait pété cette résistance ici à ce stade. Premier retest, deuxième retest avec fake out. Donc là on enfonce un petit peu la résistance, et puis ensuite on se fait rejeter assez fortement et on vient chercher la target ici, vous le voyez, vraiment très propre. Donc de ce côté là maintenant la question c'est est-ce qu'on vient de donner forme ou pas à un autre double top qui serait celui-ci, qu'on aurait pété à ce stade-là. Il ne perce pas sur cette première tentative, vient retester bien tout simplement le deuxième double top, et puis ensuite on passe dessous. Donc là, la grande question que je me pose, et je pense que c'est un scénario que je suis en train de jouer, puisque personnellement je suis en short là ici en ce moment, la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'on va pas revisiter les niveaux tout simplement qui étaient ceux du... globalement autour du 18-19 février, enfin voilà, on va prendre même le 2 mars ici pour regarder, même on pourrait prendre le plus haut du 15 mars, voilà, on va prendre ça, le plus haut du 15 mars pour se dire qu'on va peut-être ici aller retester une nouvelle fois ce point-là, peut-être l'enfoncer un petit peu, mais retester quelque chose, puisque là, vous le voyez, on a délivré très fort. Si on se met sur BTC, c'est pas très compliqué de comprendre que on parle tout simplement de cette hausse-là, qui a délivré très fort encore une fois, et si on parle d'un retest du point haut du 15 mars, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure je crois, à dominance égale, donc du coup le 15 mars, vous le voyez, le point haut était, je suis en daily là, oui, 15 mars... le point haut du 15 mars, il était très exactement à 25 200. Alors personnellement, moi je serais plutôt pour enfoncer peut-être un petit peu ce point-là. C'est-à-dire que je serais peut-être plutôt pour aller visiter tout simplement ce creux-là éventuellement, mais vous voyez qu'on avait ici un creux qu'on n'a pas revisité, on a un fair value gap ici déjà dans la zone, donc peut-être qu'à court terme, ça peut être tout simplement un bon endroit. Le problème pour mon short d'une certaine manière, et vous aurez compris ici que la structure est indécise, puisque on est dans une sorte de range, mais on est peut-être dans un round top là, peut-être éventuellement, mais qu'on a ce support qui tient très très bien jusque-là, autour des 26 545.
Donc tant mieux pour nos portefeuilles d'investissement et tant pis pour mon short à ce stade. Personnellement, j'ai pris mon short ici sur la perte des 27,2. Donc j'avais la possibilité ici de rentrer sur le creux suivant, mais j'ai donné pas mal de chance étant donné que la news était vraiment pas très bonne à ce short de s'établir dans la zone des 27 150 ou quelque chose comme ça. On la revisite plusieurs fois depuis, et si je vous montre la structure 1 heure, vous voyez qu'on s'installe dans un range, dans le range, plutôt dans le bas là actuellement. Borne haute, ma borne d'entrée, c'est-à-dire les 27 156. Borne basse, une borne basse qui semble ici faire support depuis déjà un bon moment, et qui est celle des 26 580. Est-ce que cette trend là en 1 heure est capable d'attaquer en fait finalement ce niveau là? C'est un petit peu la question ici du moment. Et surtout, est-ce que ce niveau qui nous rejette pour l'instant va tenir, ou alors est-ce qu'on est en train d'accumuler de la liquidité au-dessus, et est-ce qu'il pourrait péter à ce stade, c'est-à-dire plutôt favoriser une revisite du creux suivant sur la trend, et l'entrée la plus greedy, elle serait bien évidemment, vous l'aurez compris ici, greedy voulant dire avare. Excusez-moi, donc du coup, attaque, oui, voilà, au point potentiellement où ça serait relativement logique, c'est-à-dire un retest de la trend un petit peu plus haut, et l'attaque de ce sommet précédent qui n'a pas encore eu lieu. Et vous savez qu'en général, bon alors là je me suis mis en 1 heure, mais en général on aime bien attaquer, on va dire, on aime bien quand tous les creux sont, quand il a été fait du business un petit peu dans tous les pics et les vallées qui constituent le prix. Pour l'instant on latéralise, on va dire que la 5 minutes pour le moment, elle me semble plutôt baissière, ou même elle-même est en latéralisation presque, mais elle est plutôt baissière. On va voir ce que ça dit. Est-ce que là, on attaque une petite structure de retournement pour retourner attaquer ce point-là? Vous voyez que je vous ai mis ici les 2 points, entre guillemets, du range. Voilà, à voir un petit peu ce qui se passe dans cette zone-là. J'ai pas regardé aujourd'hui ce que nous disait Wall Street et le S&P, mais quand j'ai regardé à l'ouverture, il y a de ça 30 minutes, puisqu'il est 16h15, là. On était baissier. On va regarder ça ensemble. Voilà, on s'est un petit peu repris ici en milieu de séance. Vous voyez qu'on a ouvert en gap baissier. Et puis là, on est en train d'aller couvrir le gap. Ça a été chose faite d'ailleurs ici depuis qu'on a ouvert. Donc là, est-ce que 1 heure après l'ouverture de la séance, parfois on se retourne et on continue la tendance, on va dire, plus importante, qui est celle-ci et qui pour moi à ce stade, en tout cas depuis la fin de la journée d'hier, est plutôt baissière? Ou alors est-ce qu'on va revenir ici, continuer, on va dire, la tendance plus importante qui est celle-ci et qui est plutôt pour le coup haussière? Question, c'est est-ce qu'on fait quelque chose comme ça ici? Donc continuation plutôt dans ce sens-là, ou alors est-ce qu'on continue la structure qui est celle-ci, c'est-à-dire quelque chose qui soit plutôt dans ce sens-là, vous l'aurez compris. Maintenant vous connaissez bien la chaîne, vous savez qu'on regarde beaucoup la price action et assez peu finalement tout ce qui est momentum, etc. Maintenant on voit quand même ici sur le momentum qu'il y a des choses qui sont en train de se calmer à l'achat. On voit qu'il y a peut-être des petites divergences qui pourraient nous emmener vers quelque chose de baissier. Personnellement, c'est mon avis. Voilà, personnellement, et ça fait plusieurs jours d'ailleurs que je dis que je pense qu'on va corriger une partie de ce mouvement. On est là sur Ethereum contre Bitcoin. Sur la descente, vous voyez ici sur cette trend, très vieille trend hein, sur Ether, qui était celle-ci, en fait, qui était la trend de distribution qu'on avait réussi à casser. Et là, vous voyez qu'on essaye de la réintégrer. Donc, est-ce que tout ça a été un fake out au-delà de cette trend? Et est-ce qu'on va venir casser le plus bas ici des 1368? C'est un petit peu la question que nous pose la chart ici, à ce stade-là. Là où Ethereum a cassé ce point-là, cette résistance ici à la hausse, pour le moment, Ether n'a pas réussi à le faire. Cela dit, la structure ici, qui est en baisse court terme, est plutôt en train d'accumuler du stop shorter. Vous l'aurez compris, en tout cas à minima depuis ce point-là. Vous voyez que donc du coup les 1854, on est en train d'accumuler du stop shorter ici sur cette trend-là. Celle-ci, la 15 minutes là, elle est cassée. On a effectivement ici une trend en 15 minutes à l'accumulation qui se présente comme ceci. Peut-être même plutôt comme ça, voilà. Donc à l'accumulation, on a cette trend ici qui se présente comme ceci. Pour le moment, ça pourrait tenir le prix ici sur la zone des 1717. Comprenez bien qu'en bas, ici, on est en train de travailler très fortement le support sur Ethereum. On l'a réintégré, on a réexpulsé ici à ce stade. Donc est-ce que tout ça était juste une prise de liquidité, un SFP ou un fake out, SFP, Swing Failure Pattern, et est-ce qu'on va se retrouver ici plutôt à la borne haute du range qui va plutôt être à 1820, ou alors tout simplement
moment, est-ce que là, pour le coup, on est en train de travailler plutôt cette trend là de distribution? Là, je vous fais que du 15 minutes, hein, mais... Alors, celle-ci, on semble l'avoir perdue. Oui, on l'a perdue à ce stade. Si on se met comme ceci, on l'a perdu également. Donc on serait peut-être potentiellement déjà sur quelque chose qui est un petit peu plus aligné comme ça. Donc ça peut peut-être en tout cas nous dire que Ether est en train de se retourner et plutôt en train d'aller sur le haut de sa trend ou alors sur la trend 1 heure référente qui va être plutôt comme ceci. Ici, d'accord? Vous voyez la 1 heure ici qui est plus haut, hein. On va la mettre comme ça. Donc là, on pourrait ici très bien, sur Ether, venir attaquer en fait tout simplement le sommet qui est celui-ci, plus sur la hauteur, et venir retester cette trend autour des 1762, et ensuite marquer un vrai retour, c'est-à-dire, entre guillemets, je l'ai mal mise là, ah bah non, c'était de la 1 heure, et plutôt du coup venir se faire repousser, donc continuer en fait une structure, on va dire, en 1 heure, qui est celle-ci, hein, d'accord? Vous comprenez que la continuation de structure viendrait attaquer le niveau. C'est la trend ici qui vient avec le temps finalement, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, avec le temps faire perdre le niveau qui est le niveau encore une fois de support qui est en bas. Personnellement, moi, ma direction privilégiée ici, en tout cas, pas ma référence, mais ma manière de penser est plutôt de dire que on va vers le bas, à la fois sur Ether comme sur BTC, mais ça fait plusieurs jours que je le dis et ça fait plusieurs jours que je suis pas forcément dans le bon sens, notamment, je pense que je dis ça sincèrement depuis qu'on a commencé ici cette structure de consolidation. Et pour le moment, ça tient, donc je peux tout à fait me tromper. Donc n'hésitez pas à loquer des profits. Loquer des profits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si par exemple vous êtes dans l'idée qu'on va effectivement venir faire ça, une bonne prise de profit doit être faite ici. Au moment où vous confirmez votre structure, a priori ici votre trade doit déjà être largement rentable, mais également éventuellement, admettons que votre stop loss il était ici, et bien le ramener au point d'entrée. Voilà, pour moi ici vous avez la confirmation que la trend est baissière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous jouez tout simplement l'idée qu'on va continuer sur la même trend, encore une fois. Donc le prochain up ne doit pas attaquer votre stop loss dorénavant, et ici vous aurez déjà dû prendre une partie de vos profits. C'est l'idée de jouer la price action et la continuation de structure. Après, vous laissez votre runner, c'est-à-dire ce qui reste dans votre trade, vous ne prenez pas tous vos profits et vous laissez votre runner courir jusqu'au point le plus avare, là pour le coup, et c'est comme ça que vous pourrez être rentable dans le temps. Donc là, on est en train plutôt de jouer la 1 heure, vous l'aurez compris, et puis sur BTC, il y a peut-être des chances que, pour le coup, on sorte victorieux de ce range-là, c'est une possibilité vraiment, et qu'on vienne plutôt attaquer cette trend-là et ensuite qu'on se retourne. Donc pour le coup, là, moi, le short dans lequel je suis se ferait prendre son stop-loss, et c'est pour ça qu'on a un stop-loss, et c'est pour ça qu'on a un risque maîtrisé. J'ai pratiqué ici une entrée qui était opportuniste, mais je l'assume complètement, puisque voilà, je préférais être dans le train si jamais on fait ça, si jamais on fait pas la structure parfaite. La structure parfaite, vous comprendrez que ça serait de venir prendre une trend et d'avoir quelque chose de très proprement parallèle, comme ça, voilà, si jamais ça, c'est une structure parfaite, et on peut tout à fait aussi, à contrario, bien évidemment, être dans un retournement structure qui nous ramène soit en haut du range, soit qui nous casse le range, puisqu'on sait qu'on a de la liquidité également au-dessus de ce range. Donc voilà, dans l'idée, tout simplement, pratiquer un risk management maîtrisé. En ce qui concerne le fait de regarder les baleines, etc., je vous avais préparé tout un sujet, mais on le fera sûrement plutôt demain. On est déjà à 18 minutes de vidéo, donc on va essayer ici de raccourcir. Je vous envoie à la page de pub, et ensuite on va faire toute la partie liquidité, shorter, longueur, levier, etc. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UI
UID. Vous copiez cette UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validée ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Voilà, j'en profite pour vous montrer également toute la section affiliée dans laquelle je poste tous les jours des charts. Ça va être plus ou moins des indicateurs qui sont normalement payants et dont vous pourrez vous affranchir d'avoir à les payer si jamais vous êtes dans la section affiliée du Discord, donc la section spécifique à ceux qui ont fait une affiliation. J'en profite également pour vous dire que je n'utilise pas WhatsApp ni Telegram ni ce genre de choses. Je suis pas je contacte pas les gens par ce biais-là. Le seul moyen de me contacter, c'est le Discord. Et donc, du coup, faites attention, bien entendu, aux scams qu'il pourrait y avoir en commentaire de YouTube. Ici, on a liquidé hier 138 millions sur la totalité du marché crypto. On a liquidé 46 millions sur Bitcoin et 29 millions sur Ether. Donc, c'est à peu près la moitié qui s'est trouvée sur ces deux assets. Globalement, une journée plutôt normale plus, c'est-à-dire qu'effectivement, on a ici eu quelques liquidations quand même. On va regarder où se trouve le niveau d'expiration important. C'est un niveau trimestriel sur tout le monde. Et on a un max pain price ici qui se trouve à 24 000 $ pour vendredi. Est-ce que ça veut dire qu'on y sera? Pas forcément. En tout cas, ça veut dire que ceux qui mettent des options sur le marché, le niveau d'option est important. Sur Bitcoin, là, en l'occurrence, il est important puisque c'est une clôture trimestrielle. 31 mars égale clôture de mars, donc du trimestre. Donc, c'est un niveau d'option qui est relativement important. Une chose plus ou moins sûre, c'est que d'une certaine manière, alors soit ceux qui ont ouvert cet énorme pic d'options ici aux 30 000, ils ont l'argent pour pousser le prix aux 30 000, ça peut arriver, parfois c'est le cas, on voit des strikes se faire servir tout simplement parce que les gens ont la possibilité et l'argent d'aller pousser le prix vers le niveau qu'ils veulent, mais d'une manière générale, on va quand même considérer plutôt le max pain price, le prix de douleur maximum, qui va être, excusez-moi, plutôt celui où finalement les vendeurs d'options, ceux qui mettent les options sur le marché, sont contents puisque le minimum de strike touche leur option. Donc en l'occurrence là il est à 24 000, on voit qu'en fait finalement entre 23 et 25,5 ça va, et on a même un point ici où il n'y a pas grand monde également autour des 25,5. Donc est-ce que vendredi on sera à 25,5? Je ne sais pas, en tout cas on a ici quelque chose qui nous dit que on est plutôt baissier, puisque là on a quand même ici du strike dans la zone dans laquelle on est, 27 000, etc. On a quand même des gens qui seraient servis, qui auraient leurs options servies, et qui pourraient bien évidemment ici prendre un joli billet à l'encontre et à l'insu de ceux qui mettent encore une fois les options sur le marché. Ici, pas grand chose de plus, sauf qu'à dire qu'on a quand même des ordres d'achat qui apparaissent dans la zone qui est très légèrement entre les 25,2 et les 26. Donc là, on a du monde qui aurait intérêt à être servi, notamment ce gros ordre d'achat qui, vous le voyez, précédemment était probablement au 25,7 et qui là était descendu au 25,5. Et on a également un joli DCA à la vente ici, vers le haut, donc attention à ça, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, si on devait venir reprendre le niveau précédent, le top local, on va dire, eh bien à ce moment-là, on devrait traverser, on devrait avoir suffisamment de momentum et suffisamment une bonne news, quelque chose qui nous permet de traverser ce niveau-là. Donc ça, c'était pour le carnet d'ordre. Maintenant on va regarder tout ce qui est et là je suis pas connecté donc je vais passer en cam, une petite seconde, hop,
se connecter. Voilà. Ok, on repasse en screen. Donc du coup, on avait ces deux niveaux ici à la baisse qui ont été pris après suite à la vidéo d'hier. Donc ces deux niveaux-là ont été récupérés. Ici, on n'a pas d'anormalité pour moi sur le funding. Ici, on a peut-être un petit peu de short. Vous le voyez ici, on descend un peu plus vite que le prix, donc on pourra peut-être rajouter un niveau dans cette zone. Ici, on reprend un petit peu de long, ici c'est normal, ici c'est normal également. Ici, un petit peu de long, vous le voyez ici sur ce niveau-là, c'est pour ça qu'on descend probablement un petit peu plus bas. Et puis là, normalité à nouveau. Ici, pas mal de short, donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on est shorté au-dessus du top local, que là on va considérer par là, mais on va le mettre ici, comme ça on est un peu plus précis. Là aussi également, on a beaucoup de long, vous le voyez, le prix descend, mais le funding augmente, donc ça veut dire qu'on a un gros point là pour le coup de long à venir chercher ici, donc sous les 26,6, qui est l'endroit que plus ou moins je recherche, sur lequel moi je recherche à prendre profit sur mon, en partie, hein, ici ça sera un TP partiel, sur mon short. Donc voilà, 27,2 a été très très légèrement longué et 26,6 a été très légèrement... Pardon, 27,2 a été très légèrement shorté et 26,6 a été très légèrement longué. On a aussi pour moi un niveau, on en a parlé tout à l'heure, qui se trouve ici. Et voilà en ce qui concerne Ethereum. Donc niveau au top local au 28,2. Gros niveau de long peut-être à venir prendre sous les... on va regarder vite fait ce que nous disait à ce moment-là l'Open Interest. On va juste dézoomer un petit peu. Voilà, on est plutôt à plat sur l'Open Interest, donc ça veut dire qu'il y a des positions qui se ferment, des positions qui s'ouvrent. Mais vous voyez ici très fortement cette anomalie, le prix qui descend, le funding qui monte. Ça veut dire que là, on avait beaucoup de longues qui étaient rentrées sur cette histoire-là. Alors, on en a pris une partie en faisant descendre le prix, hein, vous l'aurez compris. Ça, c'est des mouvements qui, certes, s'auto-nourrissent, mais vous en supprimez une partie de l'intérêt, hein, en allant à l'encontre, bien évidemment, de ce que dit le funding et le prix. Mais on peut peut-être se dire ici que, effectivement, il y a quand même un niveau de longue à prendre dans cette zone. J'ai mis perp ou pas? Oui. Sur Ether, même chose. On avait marqué sur Ether que c'était plutôt des niveaux importants. Ces niveaux de longue là. On avait mis d'ailleurs celui-là un petit peu plus large, je crois. Et on a pris celui-ci également. Donc ça, c'est plutôt propre. Ici, pas d'anomalie. Ici, peut-être un peu de longue. Notamment, en l'occurrence, plus ou moins, on va noter ce point-là comme étant un point de longue intéressant. Donc là, en l'occurrence, sur Ether, il y aura peut-être de la liquidité à venir prendre. Ici, du short sur ce point-là, mais il a été nettoyé depuis. Ensuite, plutôt normal. Jusque là, en tout cas, très légèrement du long ici. On va mettre un niveau en trétillé sur ce niveau-là. Ici, on rajoute du trétillé. Est-ce que le top a été shorté ou pas? Oui, très légèrement. Ici, on devrait descendre. Non, on est plutôt même longué sur ce point-là. Donc, pour moi, sur les derniers moments, on a rentré plutôt du long. On a peut-être très légèrement été shorté là, mais vous voyez qu'on a nettoyé le point depuis. Donc, est-ce que je rajoute un point ici ou pas? Je vais peut-être mettre un point en trétillé, voilà, histoire de dire qu'on l'a mis, parce qu'effectivement, on a quand même, bien entendu, du short résiduel qui se trouve par là. Donc, 1753, 1707 et 1693 sur les points éventuellement à prendre sur Ethereum. Si on regarde les poches de liquidité... Eh bien, on a désormais beaucoup plus sur les 5 derniers jours, on a 10 milliards toujours, donc on reste à peu près dans les mêmes zones, 10 milliards de positions qui sont au-dessus du prix. Si on regarde les leviers x100, donc on a un cumulatif volume delta, liquidation levels delta, qui est plus en faveur des shorters. Enfin, on a plutôt intérêt à faire monter le prix ici, de manière à venir les chercher d'une certaine manière. Donc c'est pas en faveur des shorters, mais qui est plutôt dans le sens de la liquidité au-dessus. Et sur... C'est bien Ether là? Non, pas du tout. Excusez-moi. Ethereum. On va y arriver. Ah, mais je me suis trompé. Ah oui, d'accord, pardon. Je me suis trompé, autant pour moi. On va remettre BTC. Je vais vous montrer là les x100 en fait. Les leviers x100, et bien sur BTC, qu'est-ce qu'on voit? D'une certaine manière, peut-être un petit peu de liquidité ici en dessous, mais vous voyez qu'il y a plutôt des grosses positions qui viendraient nous dire que oui, ça va remonter au creux précédent. Donc ça irait plutôt dans le sens en termes de liquidité. En tout cas, si on devait venir prendre vous voyez ici que le delta a beaucoup plongé sur ce plongeon-là. En fait, finalement, on a nettoyé du short, oui. On a nettoyé du long, pardon, oui. Mais en plus, on a accumulé plus de short au-dessus. C'est normal, c'est ce que le prix fait.
fait. Mais en gros, ça nous laisse ici une poche de liquidité potentielle au 27,7. Donc ça irait plutôt dans le sens de venir cueillir le petit niveau qui est ici. Par contre, j'ai effectivement aussi de la liquidité à venir chercher éventuellement en dessous. Donc est-ce que le prix va reprendre entre guillemets une activité naturelle ? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire est-ce que si là on est baissier, le prix va réellement aller vers plutôt dans le sens du CVD spot qui est plutôt vers le bas, ou alors est-ce que le prix va plutôt entre guillemets prendre une activité de liquidation, hein, c'est ça un petit peu la question là, est-ce qu'on peut pousser le prix dans ces zones-là. Ici sur Ether, 3,38 milliards, donc à peu près 3 fois moins que Bitcoin sur les 5 derniers jours en termes d'open interest et qui sont plutôt dans le sens d'une hausse, c'est-à-dire d'une liquidité qui est vers le haut. 1, 2, 3, 4. Alors, attendez, ça c'était ça. Hop, du coup, autant pour moi. Et là, on va regarder que les x100. Apply, voilà. Ah bah c'est déjà bon, c'est déjà ça. Oui, là pour le coup, alors on voit bien que sur Ether, c'est plutôt la zone des 1768 qui est à prendre. Cette grosse position-là a déjà été prise sur ce pic-là. Donc voilà, hein, c'est 1916 ou 1756 en dessous. Plus de liquidité quand même, on le voit là avec ce gros nuage bleu au-dessus que en dessous. Est-ce que ces gens-là vont être les grands gagnants, c'est-à-dire ceux qui ont investi en long ici sur le bottom local sur Ethereum? À voir sincèrement, pourquoi pas, hein, c'est vraiment une possibilité. Sur la 12 heures, qu'est-ce qu'on peut regarder? Et surtout en termes de, ça va nous dire ce qui se passe plus ou moins en termes de sentiments. Sur la 12 heures, on voit qu'on a plutôt bouffé du long sur cette zone-là, là, vous le voyez, on vient chercher un petit peu des choses dans le long, et ensuite on a bouffé du short. Et qu'est-ce qui s'est rajouté? Vous voyez que c'est à peu près mi-figue, mi-raisin. Peut-être un peu plus de long dans la zone des 26,4, donc le fameux point de résistance. Une des possibilités également, c'est qu'on casse ce point-là. Je vais aller vous montrer après sur la charte pour la conclusion, qu'on casse ce point-là, qu'on prenne toute la liquidité et que là, on reparte haussier. Donc ça, c'est vraiment une possibilité, un peu sur le principe des SFP que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sur la 7 jours, on voit qu'on a quand même beaucoup plus de liquidité au niveau des 29, etc. que en dessous. Donc un mouvement ici à 29 s'affiche, et ça depuis le 24 mars, donc ça fait 4 jours qu'on traîne dans la zone mais qu'on accumule plus de short que de long, donc le sentiment est probablement très baissier ici, et peut-être que le prix va nous donner tout à fait autre chose. Et sur la 1 mois, en tout cas pour avoir plus ou moins une idée, vous voyez que moi ce qui m'intéresse sur la 1 mois c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe depuis le 28, avoir une vision. Je vais pas aller regarder là un mois ici trop en arrière, on va dire. Je vais pas forcément ici prendre compte des 22,5 qui sont certes un point quand même qu'on pourrait venir chercher, puisque on voit qu'il est passé dans le jaune à partir du 20 mars. Donc là, vous comprenez qu'on regarde 8 jours en arrière. C'est là où vraiment la zone devient dense au niveau des 22. Donc la question ici, c'est si on regarde que la liquidité, celui qui ne va trader que la liquidité, c'est pas mon cas. Moi, j'utilise la liquidité comme un catalyseur, mais pas comme nécessairement quelque chose qui me dit la direction, voilà. Peut-être que là, pour le coup, on pourrait se dire venir faire un tour au-dessus des 29,3, potentiellement même les 31, et puis ensuite, par contre, se retourner et venir chercher peut-être la liquidité au niveau des 22. Ça, c'est tout à fait une possibilité, c'est-à-dire que ceux qui, ici, attendent, comme moi, qu'on aille plutôt dans la zone des... Pour moi, ça serait 2300, 23100, 25,2, 23100 et 22,5. Ça, c'est mes 3 niveaux de prise de profit suite à mon scalp, c'est-à-dire au moment où le trade est positif, laisser mon runner aller tourner jusqu'à 22,5. En l'occurrence, pourquoi pas. Sur Ether, la 12 heures, pour le coup, on va zoomer un petit peu, c'est assez équilibré aussi, peut-être un peu plus de long sur Ether que de short, assez bizarrement, parce que c'est ce qu'on a vu sur la 12 heures, c'est tout à fait ce qu'on a vu, sur l'analyse Coinalyze, et sur la 7 jours. Pour le coup, on a bien travaillé ici la zone qui était dense. Vous voyez qu'Ether affiche beaucoup moins d'open interest finalement que Bitcoin, et surtout étant donné qu'on avait pris la zone ici, on avait fait un nouveau plus haut sur Ether dernièrement, on est venu élargir un petit peu le spectre, en tout cas sur les petites time frame, et bien du coup sur Ether on est plutôt descendant jusque là. Je vous l'ai montré, c'est plutôt une figure boule, hein, peut-être un flag, mais on n'est pas dans le jaune encore, hein, au niveau de l'open interest. Donc sur la 7 jours, c'est pas forcément en train de nous dire que Ether est mûr pour venir casser très fortement au-dessus.
Quand on regarde là un mois, en revanche, on voit que il y a de la liquidité jusqu'à 1260 en bas, et on voit également qu'il y a une très forte poche de liquidité dans une zone très dense autour des 1870. Personnellement sur Ether, moi je l'ai dit depuis longtemps, on a une target de 2000 à minima, et puis ensuite on verra ce qui se passe en fonction du sentiment. Je vais retourner sur le prix et faire la conclusion. On est là sur le 1 heure et c'est très bien. Alors sur le 1 heure, on voit très bien cette indécision. Potentiellement encore une fois cette idée d'un top en diamant. Néanmoins on voit cette poche de liquidité ici qui pourrait me donner tort, c'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer la jambe tout simplement du mouvement précédent ici, première target 25,2, deuxième target 23 100, troisième target et principalement la plus grosse partie ici du TP pour moi se ferait vraiment dans cette zone là, et troisième target 22,5 quelque part par ici, voilà, vous comprenez la zone, hein, tout simplement. Donc on va dire que ça serait plutôt comme ça en fait, voilà. Eh bien, à contrario, il est tout à fait possible, soit qu'on fasse, alors pour moi ça serait le scénario qui pourrait être vraiment possible, venir prendre tout ce qui s'est fait en liquidité longue en dessous de la structure, et par contre du coup venir faire exactement en fait le même élargissement qu'on a fait précédemment, venir reproduire la structure précédente, c'est-à-dire quand je dis le même élargissement qu'on a fait précédemment, c'est plutôt dans la grande structure, vous le voyez ici, c'est ce qu'on a fait, un élargissement, donc ça veut dire je fais croire que je range, je viens prendre en dessous, et ensuite finalement je viens cueillir ce qu'il y a au-dessus, c'est ça que nous dit un élargissement, donc c'est une figure d'indécision, mais qui est plutôt bullish, au sens où elle nettoie une partie de ses longues avant d'aller reprendre encore de la liquidité au-dessus, donc ça serait une possibilité qu'en 1 heure, Bitcoin soit en train de faire un fractal, tout simplement, de ce qu'il avait fait par le passé, c'est-à-dire encore une fois venir ici péter dans ce sens-là, pas forcément péter encore une fois jusqu'en bas de la jambe de ce mouvement, et nous donner derrière une prise de liquidité au-dessus. Donc possibilité 1, le top en diamant, qui est là. D'accord, ça c'est sur le 1 heure, et vous voyez que la descente aurait déjà commencé dans ce scénario-là. Deuxième possibilité, on fait juste une prise de liquidité en bas et on fait un nouvel élargissement de manière à ensuite revenir casser en haut et prendre l'argent qui se trouve ici, jusqu'au 31, hein, on a vu qu'il y en avait jusqu'au 31. Troisième possibilité, j'en vois pas trop d'autres, hein. Ouais, on pourrait continuer à la latéraliser, rester dans ce range pendant encore un certain temps, c'est tout à fait possible. Maintenant, je pense que là, ici, on a suffisamment passé de temps dans la zone pour avoir fait mûrir soit la zone de liquidité au-dessus, soit la zone de liquidité qui est en dessous. Quand on regarde vraiment la liquidité, on voit qu'il y en a quand même plus là que ce qu'il y en a là. Donc là, ça voudrait dire qu'il va falloir une sacrée force, en tout cas, de manière à ce que... Parce que en fait, voilà, on va le faire comme ça plutôt. La zone de liquidité qui est là, elle est toute petite, ok ? La zone de liquidité là, on peut prendre largement plus de valeur, mais il va falloir traverser une zone de prix qui est beaucoup plus grande. Donc du coup, ça impose un momentum baissier beaucoup plus important. Donc je sais pas quelle peut être la news éventuellement qui aide. En tout cas, pour moi, en termes de structure, il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, hein, et c'est pour ça que je suis passé short à ce stade-là. C'est-à-dire que là, on a eu un changement de caractère, puisqu'on a perdu ici ce bas-là. Donc on change de caractère d'une certaine manière sur la structure. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Pour le moment ça tient, donc tant mieux pour nos portefeuilles d'investissement. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important, ça aide la chaîne. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. J'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur le... Est-ce que vous faites du covoiturage ou pas? Voilà, est-ce que vous êtes de ce genre de personne qui va au boulot avec un collègue de boulot, etc. Ce genre de choses-là. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles pour vous dans votre vie ou pas? Question à la con, désolé, j'ai pas trouvé mieux que ça. Et voilà, autant pour moi pour ça. Mais c'est le principe d'une question à la con aussi. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.